Faut être proactif. Et pour moi, comme dit White Hat, ça me passif, faut attendre, faut faire de la stratégie, etc. Tout ça, c'est branlette. Alors oui, il y en a, ils font du très bon White Hat, mais la majorité, c'est juste parce qu'ils savent faire que ça, mais en réalité, ils savent pas faire de SEO. Tu vas faire bosser un pote à toi parce que tu l'aimes, tu vas le mettre dans le business, tu vas t'associer avec lui et tu vas te rendre compte que ça va pas le faire au bout d'un moment, que tu vas perdre ton business et tu vas perdre ton pote en complément. Le vrai enjeu du netlinking, c'est de bien savoir conseiller les clients, de bien savoir également et surtout gérer son budget. Demain, si tu as 1000 €, tu vas peut-être me trouver 10 bons liens. Mais ça se trouve, ces 10 bons liens-là, tu vas les payer 1000 € alors que moi, je vais les payer 500 €. Comprendre qu'aussi qu'un nom de domaine expiré qui est dans une thématique santé peut repartir dans une thématique CBD et inversement. Et comprendre aussi qu'un nom de domaine expiré en CBD, vous allez le relancer en CBD, ça se trouve, il va pas partir. Donc le plus important, c'est de faire des tests. Bah regarde, un projet, je vais bosser dessus pendant 2 ans et dans 2 ans, ça va me ramener des revenus passifs, ça me permet de faire du white hat, etc. Gros, dans 2 ans, ça se trouve, ton business, il est déjà mort. Les amis, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement 9 h à Chiang Mai, on est revenu au QG. Il y a quelques jours, j'étais à Pattaya ou à Bangkok également pour voir des amis. Et là, je suis revenu. Donc, retour aux sources, retour au travail, retour au deep work. Il est 9 h, il est assez tôt, donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo avec des petits yeux, mais c'est pas grave. J'avais des choses très importantes à vous dire, notamment un top 5 des erreurs qu'on peut voir très souvent, donc erreurs techniques, erreurs business parmi les SEO et les entrepreneurs. C'est des erreurs que beaucoup de gens de ma communauté, beaucoup de gens qui me payent également, font au quotidien. Et j'essaye de leur dire, gars, fais attention, là, tu es en train de perdre des centaines, des milliers d'euros bêtement. Avant de commencer, on va faire un petit tour de marché. Là, on est au marché Watthana de Chiang Mai. Je l'ai découvert il y a quelques jours, parce que j'ai déménagé, je déménageais à quelques minutes pour prendre une maison. Et franchement, ce marché-là, quand tu aimes la bouffe, quand tu es un peu un crevard comme moi et que tu viens en Thaïlande, pas forcément comme tout le monde, que ce soit pour les femmes ou pour les vices, mais plutôt déjà en priorité pour la gastronomie, tu peux dire que voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir, comme là des brochettes, du riz, plein de trucs frits. Bon, il faut faire attention, là moi j'ai pris beaucoup de poids dernièrement, donc voilà, après c'est tentant, hein, quand tu aimes bien manger, même que ce soit des fruits ou des légumes, la gastronomie et notamment la street food, parce qu'en fait c'est pas de la grande gastronomie, mais en termes de street food, pour moi, dans le monde, c'est numéro 1. En termes de prix-qualité, c'est incroyable. Et si tu compares par rapport au Japon, où au Japon, c'est plus cher, mais même dans un petit restaurant ou un grand restaurant, la qualité sera vraiment incroyable. Mais bon, ça reste relativement plus cher. Et sans parler du service, que ce soit le service thaïlandais ou le service japonais, où la personne qui te sert, elle sourit, elle a envie de te faire kiffer, pas comme en France parfois, où la personne, elle va te... Si tu donnes pas de pourboire, elle va faire la gueule, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, franchement, petit aparté dans cette vidéo avant qu'on commence sur le top 5. Mais s'il y a des bons mangeurs qui regardent cette vidéo, bah, n'hésitez pas à commenter là, justement, sous cette vidéo. Vous me dites un petit peu vos meilleurs endroits en Thaïlande ou dans le monde. C'est quoi pour vous le meilleur endroit, la meilleure bouffe, la meilleure gastronomie? Alors oui, la France, c'est vrai qu'on est très chauvin sur ça. On est très, très fiers d'avoir une très bonne gastronomie. Et à chaque fois, quand j'en parle, je dis que la France est numéro 1. Mais force est de constater que plus je voyage, plus ça me permet d'ouvrir un peu des choses que je ne connaissais pas, d'être beaucoup plus curieux et de me dire, au final, la France est bien. Niveau culinaire, il y a les goûts, mais après, il y a tout le reste. Il y a le service, il y a l'agréabilité des gens avec qui typiquement, quand vous allez dans un restaurant japonais avec le chef devant vous, etc. Donc c'est vrai que le goût, c'est bien, mais ça ne fait pas tout non plus. Voilà. Petit extrait du marché de Chiang Mai et on va pouvoir commencer sur notre vidéo. Alors attendez, je sors. Là, il est 9 h et ça donne envie de tout acheter là. On va attendre au moins midi. Alors, top 5 des erreurs les plus fréquentes. Je vais m'écarter un petit peu. Je teste une nouvelle perche là, donc j'espère qu'elle fait le taf, que c'est un petit peu stabilisé, que c'est pas trop, ça bouge pas trop. Donc, les erreurs les plus fréquentes en SEO, enfin les plus fréquentes. J'en ai listé 5, mais je pourrais en lister 15, 20, 25. Là, je fais un top 5. Si vous aimez cette vidéo et qu'elle dépasse les 100 likes, potentiellement, je fais une partie 2, sans problème. Allez, première chose, acheter un nom de domaine expiré. Donc voilà, c'est du SEO, un nom de domaine expiré, que ce soit du white, du black. Beaucoup de gens font appel à mes services ou regardent mes vidéos pour faire l'acquisition de noms de domaine expirés. Il faut comprendre que le contexte est plus important que... le contexte, c'est vraiment le plus important. Le contexte va déterminer comment on va choisir le nom de domaine expiré. Si demain on veut faire de la vente de liens, on va choisir un nom de domaine expiré focalisé sur les métriques. Si demain on va faire un PBN pour un client dans le CBD,
on va essayer de trouver potentiellement des mini-sites autour de la thématique CBD. Ça peut être fleurs, ça peut être résine, ça peut être fumette, ça peut être addiction. Voilà, toutes les thématiques phares connexes au CBD. Alors oui, on pourrait prendre des sites hors thématique et les remonter et les rethématiser CBD. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des méthodes qui sont préférables. Demain, si je souhaite lancer un site en serrurerie ou un PBN sur la serrurerie, bah, je vais essayer de trouver des mini-sites d'artisans qui ont expiré que je pourrais relancer. Alors oui, je peux prendre un site santé et le relancer sur la thématique serrurier. Mais potentiellement, je vais déjà prioriser en identifiant la thématique, les mots-clés historiques sur lesquels les noms de domaine se positionnaient. Et je ne vais pas regarder les domaines référents, le trust flow, parce que tout ça, on s'en bat les couilles en fonction du contexte, donc en fonction de votre objectif. Si c'est pour vendre des backlinks, donc en gros vendre des pelles, si c'est pour ranker réellement, parce que la vente de backlinks ne demande pas de ranker, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas en réalité. Si on rank, c'est mieux, mais il n'y a pas besoin de ranker pour faire de l'oseille. En vente de backlink, en tout cas, quand on débute. Donc voilà, il faut bien choisir les noms de domaine expirés et beaucoup se font avoir. Tout le monde fait les erreurs, hein. Même aujourd'hui, des éditeurs qui gagnent plus d'argent que moi, quand je les ai accompagnés lors de leur début sur la partie SEO, bah, ils achetaient des noms de domaine expirés à plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros, alors que le truc, il était pénalisé, alors que le truc, il s'est fait spammer il y a 1 ou 2 ans. Alors que le nom de domaine expiré, il a eu 2, 3 vies quand tu regardes quelques années en arrière sur Web Archive. Donc c'est important de prendre en compte tous les critères, typiquement le nombre de vies d'un nom de domaine expiré. Qu'il ait des pages indexées, ça aide ou pas, mais c'est pas décisif non plus, parce qu'on sait que s'il a eu du trafic historique récent, il va se réindexer assez facilement. Alors oui, s'il n'a pas de page indexée, qu'il n'a pas eu de trafic historique depuis 5-6 ans, ça va être compliqué de le relancer. Potentiellement, on n'est pas sûr à 100% qu'il va repartir. Mais s'il n'a pas de page indexée et qu'il a eu du trafic il y a 6 mois, 1 an, avec les méthodes que je vous donne pour trouver ce genre d'expi, bon, bah, qu'il ait des pages indexées ou pas, je m'en bats les couilles en vérité. D'accord? Donc, il faut vraiment faire vos tests, ne pas avoir de préjugés, comprendre qu'aussi qu'un nom de domaine expiré qui est dans une thématique santé peut repartir dans une thématique CBD et inversement. Et comprendre aussi qu'un nom de domaine expiré en CBD, vous allez le relancer en CBD, ça se trouve, il ne va pas partir. Donc, le plus important, c'est de faire des tests et de savoir gérer son budget. Ok? Et quand je parle de gérer son budget, ça emmène un petit peu sur la deuxième erreur, c'est la partie netlinking. Donc, la partie netlinking, très important. Beaucoup de personnes achètent des liens, pensent qu'en 2025, c'est une grosse compétence de savoir bien acheter des backlinks, de savoir bien les sélectionner, de ne pas se faire avoir. En vrai, ça, on en parle depuis des années. Aujourd'hui, la vraie compétence, elle n'est plus là. Pour moi, au final, c'est pas fort. Enfin, la compétence, il faut comprendre dans un métier, c'est la chose la plus simple à avoir. Dans n'importe quel métier, que ce soit la finance, le trading, les SEO et tout, en 3 mois, tu peux déjà avoir 80% des compétences nécessaires pour exercer la profession, pour exercer ce métier-là. Okay, tu ne seras pas à 100%, mais tu seras déjà à 70-80%. Donc, il ne faut pas croire que la compétence, c'est la chose la plus compliquée, parce qu'en réalité, c'est la plus facile. Et justement, le vrai enjeu du netlinking, c'est de bien savoir conseiller les clients, de bien savoir également et surtout gérer son budget. Demain, si tu as 1000 €, tu vas me trouver 10 liens. Tu vas peut-être me trouver 10 bons liens. Mais ça se trouve, ces 10 bons liens-là, tu vas les payer 1000 €, alors que moi, je vais les payer 500 €. Parce que sur Linkavista, typiquement, on a plus de 30% du catalogue qui est au meilleur prix. Donc, parmi toutes les plateformes de liens confondues en France selon Linkfinder. Donc voilà, s'il y a un lien que tu vas acheter 100 balles ici, tu peux l'avoir 30 balles ailleurs. Peut-être que Linkavista, on n'est pas forcément tout le temps les moins chers non plus. Mais on a un badge meilleur prix qui te dit au moins si tu achètes chez nous, tu sais qu'il ne sera pas moins cher ailleurs. Au moins, tu es sûr que voilà, tu ne vas pas te prendre une quenelle. Voilà. Donc ça, c'est important, la transparence. Et même que ce soit pour toi, pour tes sites, pour tes clients, bah 1000 €, en gros, que tu achètes, en gros, aller décortiquer un spot sur SEO Observer, sur SEMrush ou autre, voir qu'il y a du trafic, comprendre que oui, ça c'est des mots-clés gonflés, ça c'est des fake mots-clés, etc. Bon, quand tu l'as fait 100 fois, 200 fois, globalement, c'est facile à identifier un spot pourri versus un spot de bonne qualité. D'accord? Dans la majorité des cas, en un coup d'œil, tu peux savoir si le site il est pipeau ou pas. Tu peux savoir si le site il est gonflé, si le site il est un peu faké, ou si le site en vaut le prix. D'accord? Et voilà, j'insiste vraiment sur... Au pire, même si tes backlinks que tu achètes, ils sont moyens, si tu les achètes au meilleur prix, bah c'est pas grave. Au lieu de les acheter 100 balles, un lien, tu vas l'acheter 40 balles. Donc au moins, tu dis, bah voilà, 40 balles, ça vaut le prix de ce backlink moyen. C'est pas 100 balles, où là, ça vaut pas le prix du tout. D'accord? Donc pour moi, c'est une erreur phare. C'est plein de gens, ils perdent de l'argent à dépenser dans des mauvais backlinks. Et même quand c'est des bons backlinks, des fois, ils les payent trop cher. Et là, il faut comprendre qu'il y a un état du marché
dans la sphère du netlinking où les prix sont tirés vers le bas. Tous les acteurs, dont nous y compris Linkavista, on tire les prix vers le bas. Donc profitez-en en tant que client parce que potentiellement, c'est des phases dans tous les marchés et ça tire les prix vers le bas. Après, ça explose. Après, il y a plein d'acteurs qui vont partir. Après, les prix vont remonter. Donc là, maintenant, les liens sont tellement pas chers en France qu'il faut en profiter. Ce ne sera peut-être pas comme ça pendant des années. D'accord? Troisième point que j'ai oublié. Je ne sais même pas où je suis. C'est bon, j'ai repris la bonne direction vers le scooter et vers le marché. Du coup, troisième point, croire que le white hat te garantit la pérennité. J'en parle souvent dans mes vidéos. Bon, je pense que maintenant, vous le savez, hein, c'est plutôt pour faire des tacles à la team white hat. Voilà, c'est des petits tacles, c'est gentil. Ils se sont tellement marrés des black hats il y a bien des années, notamment quelqu'un qui débute, qui suit un cursus scolaire pour apprendre le SEO, qui suit une formation white hat ou autre. Une des premières choses qu'on va lui inculquer, c'est fais du long terme, fais du white hat, fais du cocon, fais des pages avec fais des sites avec 50, 100 pages et après tu verras que ça va ranker, etc. Et en fait, on leur apprend ça, on leur dit le black hat c'est mauvais, c'est mal. Et en réalité, c'est plus complexe que ça. Le monde n'est pas binaire. Le white hat peut être très bien dans certains cas et très mauvais dans certains cas. Le black hat également. Le black hat mal fait, vaut mieux pas en faire. Mais le black hat bien fait, c'est très smart. Si je vous prends l'exemple de... alors, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais par exemple de Doctolib, de Airbnb ou autre. Vous pensez que Airbnb, ils ont fait quoi? Ils ont appelé à chaque fois tous les gens qui souhaitaient vendre leur appart, etc. Ça, tu le fais un jour, 2 jours, 3 jours, tu vois que ça ne marche pas. Et après, tu commences à scraper les sites, tu commences à scraper les équivalents des Le Bon Coin, des Airbnb historiques. Tu scrapes, tu prends toutes les annonces, tu mets tout sur ton site. Et comme ça, tu casses du lead, tu commences à faire tes premières réservations. Tu fais du dropshipping de location d'appartements. Tu fais ça pendant des années, tu développes, et après, tu deviens Airbnb. Les gens, ils pensent que Airbnb, ça a commencé directement en mode white hat. On se fait une page d'accueil, on se fait un petit contenu. On va prospecter éthiquement avec RGPD, toutes ces conneries-là, etc. Non, le business, c'est la guerre, les gars. Vous pouvez pas croire que oui, tout est blanc. Non, non. Effectivement, il faut respecter l'aspect légal. Il faut être éthique, en tout cas, par rapport à ses convictions, en fonction de chacun. Hein. Moi, je suis personne pour vous dire vous faites quelque chose de bien ou de mauvais. C'est le créateur qui vous dira, et surtout si vous dormez bien la nuit. Je ne suis pas votre daron. Et personne ne doit me dire également ce que je fais, si c'est bien ou mal, en vérité. Mais voilà, en tout cas, l'aspect légal est important. Mais hormis ça, avoir un mindset black hat, c'est hyper important. C'est hyper important. Vous pouvez, enfin, tous les gens qui ont fait du white, qui pensent que le business, il faut respecter, il faut aller étape par étape, etc. C'est bien. Généralement, ils disent aussi, bah regarde, un projet, je vais bosser dessus pendant 2 ans, et dans 2 ans, ça va me ramener des revenus passifs, ça me permet de faire du white hat, etc. Gros, dans 2 ans, ça se trouve, ton business, il est déjà mort. Ton business, le marché, il est mort, puis personne ne veut acheter tes produits, ou ça se trouve, tu as déjà un mastodonte qui va prendre le marché. Voilà, c'est le business, il faut être proactif. Et pour moi, comme dit white hat, ça me passif, il faut attendre, il faut faire de la stratégie, etc. Tout ça, c'est branlette. Alors oui, il y en a, ils font du très bon white hat, mais la majorité, c'est juste parce qu'ils savent faire que ça, mais en réalité, ils ne savent pas faire de SEO. Donc, faire du SEO, faut être connecté sur tous les fronts. Que ce soit la partie analyse, la partie monétisation, la partie white hat, la partie black hat, etc. Le SEO, c'est un tout. Parce que si on résume juste le SEO en termes de compétences, c'est très facile. Comme je disais, le SEO, ça s'apprend en 3 mois. Vous prenez un livre à la FNAC pour 20 balles, ça s'apprend. Après, c'est quoi ton expérience? Combien de projets tu as fait? Combien d'échecs tu as fait? Qu'est-ce que tu as appris en lançant tel site d'affiliation, tel site de vente de liens? Voilà, on sait très bien que le SEO, un consultant vaut 0 s'il n'a jamais lancé de projet par lui-même. Sinon, il va juste répéter ce que moi je dis en vidéo YouTube ou ce que son formateur lui a expliqué. Donc ça vaut peanut, ok? Donc très important, le white hat ne te garantit pas la pérennité, le white hat ne te garantit pas le succès. Au début, quand tu débutes, il faut te faire ta place. Il faut essayer de trouver des failles dans le système. Il faut essayer de prendre le raccourci que tes concurrents n'ont pas pris. Voilà. Demain, je te donne un exemple. Demain, on me donne une nouvelle niche. Et bien, sur cette nouvelle niche, je vais exploiter la meilleure stratégie SEO qui fonctionne. D'accord? Et demain, si on me donne une nouvelle stratégie SEO auquel je n'aurais pas pensé, je vais l'exploiter sur une niche que tout le monde connaît. Donc, je vais innover. Je ne vais pas faire comme tout le monde, apprendre la même niche que tout le monde connaît, faire de l'affiliation Amazon, lancer un site de 5 pages avec du contenu de Madagascar que tout le monde fait depuis 10 ans. Non, il faut innover au moins sur un des points. On innove sur la monétisation, on innove sur la partie SEO, on innove sur les contacts qu'on ramène dans le business. Parce que vivre de l'édition de site, c'est 20% de SEO et le reste, c'est qu'est-ce que tu vends, c'est quoi ta niche, c'est quoi tes mots-clés, c'est quoi tes contacts, c'est quoi tes exclusivités. Voilà, à chaque fois, j'en parle et c'est important que ça rentre parce que c'est décisif. Hein.
Et encore tous les jours, je reçois des messages de gens qui me disent je vais me lancer en affiliation, tu penses quoi de cette régie d'affiliation? Non, non, non. Mais si tu fais ce que tout le monde a fait depuis des années sur les mêmes mots-clés, sur les mêmes programmes, en étant moins bon en SEO, en ayant moins de budget, bah fais-le. Ce serait une bonne expérience, mais ce serait une expérience de bénévole. Et si tu veux être rentable, bah il faut se creuser un petit peu plus les ménages. Ok? Donc, troisième point, c'était croire que le white hat, c'est une finalité, croire que le white hat, c'est le dieu absolu, croire que le white hat te garantit une pérennité absolue, alors que pas du tout. Quatrième erreur, c'est déléguer ton SEO à des outils ou à des prestataires. Moi, je pars toujours du constat et je l'ai vécu pendant pas mal de temps. J'ai fait cette erreur également et je vois surtout beaucoup de gens faire cette erreur. C'est de vouloir déléguer des choses qui n'ont soit pas été testées de leur côté ou de déléguer des choses qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Combien de personnes, suite à mes vidéos, ils se sont dit « Ah putain, le Ninja Linking, Romain il m'a dit que ça marche. Donc en fait, je vais payer un gars 5 € par lien. Il va faire 10 liens par jour. On va faire sur tant de forums, tant de trucs et tout. » Mais avant de penser ça, et peut-être toi qui as pensé ça, tu vois, c'est un exemple parmi d'autres et j'en ai plein des exemples comme ça, ben, fais-le d'abord par toi-même. Comprends comment s'inscrire sur un forum. Comprends les subtilités des forums do follow, no follow, no follow. Comprends les subtilités de où tu peux mettre des liens. Comprends aussi qu'un lien, parmi 10 liens, tu en as un ou deux qui vont sauter parce qu'ils seront mal faits. Comprends également qu'il y a des forums, tu ne pourras pas t'inscrire ou tu auras une validation en 48 heures. Voilà, en fait, il faut faire toi-même avant même de vouloir déléguer. Parce que très souvent, quand c'est délégué juste par faux mots, juste parce que je t'en ai parlé, je t'ai dit que ça marche, et toi, tu ne l'as jamais fait, tu ne sais même pas comment superviser, tu ne sais même pas forcément comment le faire, tu vas le déléguer, tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre du temps. Ça peut être même négatif pour ton business, on ne sait jamais si c'est mal fait pour ton SEO. Donc voilà, fais-le par toi-même avant de déléguer ou avant d'automatiser. Et c'est la même chose, hein. Tout le monde veut automatiser parce que la hype, c'est Make, c'est N8N. Et on a fait beaucoup de vidéos même sur ma chaîne ou dans ma formation à ce sujet-là. Mais avant de vouloir automatiser, c'est bien d'automatiser, c'est un kiff, hein. Mais si tu veux que ce soit rentable pour ton business, eh bien, il faut que tu automatises quelque chose qui est rentable manuellement. Parce que si, comme tout le monde, tu vas vouloir automatiser les agents IA, si, comme tout le monde, tu veux automatiser la création de WordPress, si, comme tout le monde, tu veux automatiser la création de contenu, alors oui, hein, aujourd'hui, il y a plus d'outils ou de templates de génération de contenu que de gens qui utilisent ce genre de template parce que tout le monde a son outil, tout le monde sait le faire parce que c'est trop facile. Et en fait, quand c'est trop facile et que tout le monde peut le faire, bah, il n'y a pas de valeur ajoutée. Combien de fois cette année, ou même en 2024, j'ai eu Romain, j'ai un super outil, je viens de créer mon outil de génération de contenu avec OpenAI, est-ce que je peux en parler dans ta formation? Et j'apprécie que ce soit des membres de ma formation qui se bougent, qui sont grave proactifs. Mais moi, en tant que coach, mentor, je dois dire, les gars, si vous voulez vendre un accès, si vous voulez avoir des bêta-testeurs, allez sur un autre marché. Parce que vous faites ce qu'on a déjà fait. Et même moi, j'ai déjà mon outil. Vous me demandez à moi de vous mettre en avant, j'ai déjà mon outil. Donc, j'ai mon outil parce que j'étais un des premiers à le faire. Mais entre-temps, tu as eu moins 200 SEO qui ont fait leur outil, qui voulaient vendre des abonnements, du SaaS, etc. Ils ont compris que l'outil, en réalité, c'est 10%, c'est 15%. Le reste, c'est quoi ton marché, c'est quoi ta communauté, c'est quoi ta vision. C'est ça le vrai business. C'est pas de savoir automatiser pour créer des sites WordPress ou créer du contenu de 1000 mots. Ça, tout le monde sait le faire aujourd'hui. D'accord? Si on était à l'époque du scribouillard, de Your Test Guru, etc., évidemment, là, c'était plus compliqué. C'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça sert à rien de faire ce que tout le monde fait. Donc, essayez d'avoir sincèrement quelques coups d'avance ou au moins d'aller sur des exclusivités. Quand je reprends l'exemple de la génération de leads ou de l'affiliation, au moins aller sur de l'exclusivité. Donc, trouvez vos partenaires. Quand vous avez un partenaire, il n'y a que vous qui l'avez. Personne ne va aller sur création de société Bulgarie, je sais pas quoi. Enfin, des acteurs, il y en aura peut-être 5 ou 10. Il n'y en aura pas plus. Parce que personne connaît votre partenaire qui va créer les sociétés en Bulgarie. Non, il n'y a que vous qui l'avez parce que vous l'avez démarché. Et là, je vous donne un exemple qui est concurrentiel, qui rapporte de l'oseille, mais qui est concurrentiel. Mais il y a des exemples qui n'y a personne. Parce que les seuls acteurs, ils ne sont pas digitalisés, ils sont physiques ou ils ont juste une Google My Business. Et c'est là que vous devez intervenir, les prospecter. Et j'essaierai de vous faire quelques vidéos à ce sujet-là. Je regardais hier, tu as la lasérothérapie, typiquement pour arrêter le tabac. Une consultation, c'est entre 100 et 200 euros. J'ai vu qu'ils achetaient des liens sur certaines plateformes de backlink, donc c'est que ça rapporte quand tu achètes des liens. Donc toi, bah, tu vas contacter les acteurs physiques qui font de la lasérothérapie à Paris, à Nantes, à Lyon, etc. Et après, tu déploies des EMD, tu déploies des mini-sites et tu fais l'entremetteur. Et tu prends 50% de com. 20, 30, 40, 50% en fonction du deal. Mais voilà, ça, c'est business, c'est facile, efficace. Là où tout le monde va aller faire du content spinning sur de la serrurerie ou de la plomberie, bah non, tu trouves un autre métier, un autre levier. Ça peut être laser anti-tabac, ça peut être d'autres variables, en fait, d'autres hype assez jeunes, pas trop connus,
avec peu de concurrence, mais où c'est les mêmes devis, où tu peux prendre autant d'oseille. D'accord? Allez, et dernier point. Comme ça, la vidéo ne va pas trop durer longtemps. Et ce dernier point très important, on est beaucoup à faire l'erreur. Encore il y a quelques jours, je parlais avec Fabien, avec qui j'ai pas mal travaillé, qui a fait cette erreur. On est tous à faire cette erreur-là. Tu vas faire bosser un pote à toi parce que tu l'aimes, tu vas le mettre dans le business, tu vas t'associer avec lui et tu vas te rendre compte que ça ne va pas le faire au bout d'un moment, que tu vas perdre ton business et tu vas perdre ton pote en complément. Et ça, tout le monde fait cette erreur. Il y en a très très peu à qui ça fonctionne de trouver un pote d'école ou trouver un pote de soirée, de le mettre dans le business, de le former, de lui apprendre des choses que normalement tu fais payer parce que tu aimes bien cette personne-là, tu as confiance ou tu as envie de faire un truc avec lui. Et très souvent, bah voilà, ça finit mal. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est bosser avec des gens qui le méritent. Bosser avec des gens, moi c'est pour ça que j'adore bosser avec des gens de ma formation. Ils ont payé ma formation, ils regardent mes vidéos, ils ont vu des centaines d'heures, ils connaissent mes valeurs, c'est des bosseurs. Ils ont mis aussi la main au portefeuille. C'est un geste, c'est une preuve d'investissement, c'est une preuve que tu as envie d'évoluer, c'est une preuve que tu as envie de te former et de vivre du SEO. Bah ça, c'est des gens pour moi qui méritent. Quelqu'un que je vais prendre parce que je l'ai rencontré au BDE à telle soirée où on a fait 1 an d'études en commun. On a tous fait cette erreur-là, hein, d'essayer de faire bosser, d'essayer de faire gagner du pognon aux gens autour de soi. Et c'est plus d'emmerde que d'autres choses. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez des expériences passées à ce sujet-là. Mais la majorité des gens que je connais, ça s'est mal passé. Tu perds du temps. La personne, elle est mauvaise. Tu lui expliques des fois des trucs qu'elle n'a même pas envie de faire. Le business, ça se passe mal. Tu perds du temps, tu perds de l'argent. Et en plus, tu perds ton pote. Parce que généralement, ce n'est pas des relations très dans le détail, quoi. C'est très souvent aussi des relations superficielles. Je généralise, hein. Dans certains cas, ça peut bien se passer. Mais dans la plupart des cas, faire bosser des gens de votre entourage qui ne sont pas dans votre milieu, qui ne sont pas dans le SEO ou autre, parce que vous les faire bosser pour les mauvaises raisons, bah, généralement, ça se termine mal. Ok ? Les amis, j'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous dis à très vite. C'était Romain. Ciao.